Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec les quadruplés et on va essayer de voir comment traduire des instructions écrites en langage de haut niveau, comment les traduire vers ces quadruplés qui constituent ou qui représentent une sorte de langage intermédiaire entre le langage de haut niveau et le langage assembleur ou bien le langage objet. Alors, avant d'aller vers des instructions spécifiques, je vais commencer par vous présenter un certain nombre d'opérateurs qu'on utilise à des fins de comparaison logique ou arithmétique et qui permettent de ce qu'on appelle d'implémenter des branchements. Alors, ces branchements, on va les utiliser notamment pour les instructions répétitives telles que les boucles ou bien les instructions conditionnelles. D'accord ? Je ne vais pas tout vous donner, mais je vais uniquement résumer les opérations les plus couramment utilisées. Alors, l'opération qui est la plus utilisée, bien l'opérande la plus utilisée, c'est l'opérande BZ. BZ. Alors, BZ permet tout simplement de vérifier si la valeur est égale à 0 ou pas. On vérifie si la valeur est égale à 0 ou pas. BMZ, c'est l'inverse. Elle vérifie si la valeur est différente de 0. Il y a aussi BG, qui est un opérateur de comparaison. En gros, c'est le supérieur. Il y a aussi BGE, toujours comparateur, supérieur ou égal. Il y a BL, qui correspond à inférieur. Il y a BLE qui correspond à inférieur ou égal. Normalement, c'est tout ce dont on aura besoin. Il y a aussi BE qui permet de comparer si deux valeurs sont égales ou pas. Et BNE, on va s'arrêter là, qui permet de vérifier si deux valeurs sont différentes ou pas. Okay? Et pour chaque opérande, si la comparaison est correcte, c'est-à-dire que par exemple pour BE, si les deux valeurs sont égales, il y a un branchement qui est effectué. Ok? Bien. Là, on va s'intéresser à l'instruction conditionnelle. L'instruction conditionnelle, c'est juste pour dire tout simplement l'instruction if. Okay? Alors, on va prendre une instruction, une forme standard d'instruction if. Alors, généralement, on a le mot-clé if. Tout dépend du langage, mais généralement, on a quelque chose qui correspond. Par la suite, on a une condition. Si la condition est correcte, il y a un bloc d'instruction qu'on va appeler inst1 qui sera exécuté. Maintenant, dans le cas contraire, nous on va prendre le cas le plus global, il y a un else, c'est-à-dire si la condition n'est pas vérifiée, le second bloc d'instruction sera exécuté. Okay? Alors, là ce qu'on va faire, essayons d'imaginer ou d'entrevoir comment est-ce qu'on peut utiliser ces opérateurs de comparaison pour traduire ce bloc d'instruction qui est rédigé en un langage de haut niveau pour le traduire en quadruplé. Alors, là ce qu'on va faire, on va bien entendu se baser sur la condition en tant que telle, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire le choix de savoir où pointer notre curseur d'exécution. Est-ce qu'on va le pointer sur la première instruction du bloc inst1 ou bien sur la première instruction du bloc inst2? Alors là, on va utiliser les opérateurs qu'on vient de voir et on va aussi utiliser les branchements. Ok? Alors voilà comment est-ce qu'on peut procéder. Alors je vais ouvrir une nouvelle page. Traduction.
Alors, l'idée la plus... il y a plusieurs façons de faire, mais l'idée la plus simple, c'est de réfléchir par rapport au else. C'est-à-dire, on va prendre la condition. Qu'est-ce qu'on va dire? Si la condition est fausse, qu'est-ce qui va se passer? On va se brancher directement au bloc inst2. Et on n'en parle plus. Okay? Maintenant, si la condition est vérifiée, là par contre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement sauter, c'est-à-dire exécuter le bloc inst1, mais on doit sauter le bloc else et aller directement vers la fin. Donc ce sont les deux principales opérations à modéliser avec les quadruplés. Si la condition est fausse, qu'est-ce que je fais? Je saute directement au else, donc je dois sauter le bloc inst1. Maintenant, si la condition est vérifiée, ben là, ça sera l'inverse. Donc, je vais laisser mon code s'exécuter, c'est-à-dire je ne vais pas faire de branchement. Je continue à dérouler mes différents quadruplés. Mais lorsque j'arrive à la fin du bloc inst1, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement me brancher directement vers la fin et ne pas exécuter inst2. OK? Alors, voilà comment est-ce qu'on peut écrire ces choses-là. On va commencer par le premier quadruplé. On va nommer i. D'accord? Pour vérifier si la condition est fausse, on va utiliser un de nos opérateurs et le plus, on va dire, le plus utile en l'occurrence, c'est l'opérateur BZ. Pourquoi? Parce que si la condition est fausse, c'est-à-dire on va l'évaluer à 0. Okay? Donc là, on va tout simplement utiliser cet opérateur BZ. On va mettre la condition au dernier rang de notre quadruplé. Condition. Et dans le cas où la condition est fausse, on va faire un branchement. Alors le branchement, pour le moment, on ne connaît pas l'adresse logique de la première instruction du bloc du else. Donc on va tout bonnement écrire else. Okay? On va écrire else. Et.code, c'est juste pour dire, .count, pardon, c'est juste pour dire, ça correspond à l'évaluation de notre condition. Okay? Donc si la condition est fausse, qu'est-ce que je fais? Je vais vers else. Très bien. Maintenant, supposons que la condition n'est pas fausse, c'est-à-dire que BZ ne retourne pas 0. À ce moment-là, il n'y a aucun branchement qui se fait. Et s'il n'y a aucun branchement qui se fait, si je reviens à mon instruction, alors là, je laisse dérouler mon curseur d'exécution, c'est-à-dire je laisse mon compilateur ou bien mon système d'exploitation exécuter le bloc d'instruction inst1. Okay? Donc, je ne fais rien. Je fais rien, c'est-à-dire, je vais avoir mon bloc i plus 1 qui va tout simplement, je ne sais pas comment on va modéliser ça, mais on va juste écrire, qui va contenir un ensemble de quadruplés qui vont correspondre au quadruplé du bloc inst1. OK? Très bien. Maintenant, à la fin du bloc inst1, essayez de réfléchir et posez-vous la question. D'ailleurs, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'essayer de traduire l'instruction conditionnelle par vous-même. Okay? Parce que vous avez tous les outils pour le faire. Selon vous, à la fin du bloc inst1, qu'est-ce que je dois inclure comme quadruplé? Indépendamment de l'évaluation de la condition. Il est évident que si j'exécute le bloc inst1, il est évident que je ne peux pas exécuter le bloc inst2. Logiquement, il est impossible d'exécuter le bloc contenu dans le if, dans le then et aussi le bloc contenu dans le else. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter un quadruplé de branchement vers la fin, c'est-à-dire vers la fin du else. Okay?
Donc là, on va ajouter un quadruplé. C'est un quadruplé de branchement. Je ne sais pas si on a déjà parlé de cet opérateur BR. Alors BR ne fait aucune évaluation. Il fait directement un branchement vers une adresse logique. Alors là, en l'occurrence, on va aller vers fin. Et par la suite, on retrouve les quadruplés du bloc d'instruction 2. Donc là, on retrouve J plus 1. On a les blocs d'instruction 2. À la fin des blocs d'instruction 2, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve forcément la fin de notre instruction conditionnelle. Okay? Et la fin de notre instruction conditionnelle, ça c'est important. Pourquoi? Alors, je vais juste écrire l'adresse logique de cette instruction, de la fin du deuxième bloc d'instruction. Ensuite, on va revenir au pourquoi de la chose. Alors là, après J plus 1, bon, on ne connaît pas exactement le nombre de quadruplés dans le bloc d'instruction 2, donc on va tout simplement mettre, par exemple, K. On va mettre K. Et là, on a tout simplement le marqueur de fin de notre instruction conditionnelle. Voilà. Donc là, vous remarquez à quoi ressemble notre traduction de l'instruction en mode langage de haut niveau à un ensemble de quadruplés. Okay? Alors, la traduction, vous remarquez, elle est triviale. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en considération et qu'on a supposé comme acquis. Alors, ce quelque chose est important. Pourquoi? Parce que sans cela, on ne pourra jamais implémenter ce code quadruplé en code objet ou en code assembleur. Et aussi, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est ce qui fait l'objet d'une bonne partie des routines sémantiques que vous allez écrire. Bien entendu, je parle des adresses logiques de branchement. Alors là, vous remarquez, pour le quadruplé I, on a tout simplement, au niveau du deuxième rang du quadruplé, on a tout simplement mis else, un label qu'on a appelé else, pour dire si la condition est fausse, on va aller vers else. Le problème, c'est que, en réalité, lorsque je rencontre le bloc d'instruction 1, tout simplement, je ne connais pas l'adresse de ce else. Je ne connais pas à quel moment. Alors, en réalité, l'adresse du else, elle est à ce niveau-là. C'est là que commence l'adresse du else. Mais moi, a priori, je ne connais pas ces choses-là. Et ce traitement-là va se faire au niveau des routines sémantiques. C'est-à-dire, je vais mettre un label, je vais sauvegarder l'adresse du quadruplé I, je continue à avancer dans ma traduction, et lorsque j'arrive au else, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir au quadruplé et remplacer ce label par l'adresse logique correspondante à mon quadruplé, qui est en réalité J plus 1. Okay? De même pour le branchement de fin. Alors moi je dis, je me branche vers la fin, et en réalité je ne connais pas l'adresse de cette fin. Et là pareil, donc je mets un label. Par contre, lorsque j'arrive à la fin de mon bloc d'instruction, d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de langages vous obligent à mettre une sorte de, comment dirais-je, ils vous obligent à délimiter le début et la fin du bloc inclus dans le then ou dans le else. Lorsque j'arrive à la fin du else, d'ailleurs si vous ne délimitez pas les blocs, le compilateur va prendre en considération uniquement comment est-ce qu'on appelle ça, la première instruction du bloc. Et il considère que c'est la fin. Okay? Donc, pour revenir à notre exemple, l'adresse logique de la fin, c'est le quadruplé avec comme adresse logique K. Donc là, à ce niveau-là, on va remplacer fin. On va le remplacer par quoi? On va le remplacer par K. Okay? Et ce travail de remplacement, ce travail de traduction,
C'est pour ça d'ailleurs généralement quand on parle de traduction en forme intermédiaire dirigée par la syntaxe. C'est-à-dire que en se basant sur la syntaxe du langage, on va être en mesure, grâce aux routines sémantiques, de compléter cette traduction parce qu'on ne peut pas la faire sans ces aspects qui sont liés à l'adressage et à bien d'autres aspects qu'on verra par la suite, notamment au niveau des expressions arithmétiques, où il faudra faire des vérifications de type, de compatibilité de type, des vérifications, est-ce que les variables qu'on utilise ont été déclarées ou pas, etc. etc. OK? Voilà. Donc là, c'est pour vous donner un aperçu sur la traduction des branchements conditionnels. On va aussi voir comment déclarer, représenter des tableaux avec les quadruplés. Okay? Alors pour les tableaux, déclaration et utilisation de vecteurs en général. Vecteurs. Alors là, on va procéder comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, on va prendre un exemple simple, juste pour vous donner une idée sur la traduction des vecteurs. Exemple, j'ai un tableau multidimensionnel de 3 dimensions. Voilà. La taille de la première dimension va de 1 à 100. Et par exemple, la deuxième va de, on va dire, I fois J, par exemple, à K plus L. K plus L. Alors, comment faire? On utilise le mot-clé bounds. Bounds. On spécifie les limites de l'intervalle. Okay. Donc ça, c'est, on va dire, la première dimension de notre vecteur. On fait de même pour la suite. Donc là, en l'occurrence, on commence par calculer le résultat de la multiplication de I par J. On met tout ça dans une variable de tampon. De même pour K plus L. K, L, on met tout ça dans T2. On utilise le mot-clé bounds. Je crois qu'il y a un S par contre. Enfin, hop, voilà. Bounds. Donc ça sera T1, T2. Et enfin, alors là je n'ai plus de place. Je vais peut-être essayer d'écrire ici. Et enfin la dernière instruction. Alors ces instructions doivent bien entendu se faire dans l'ordre. Il y a un autre mot-clé, A, deck. Il suffit de donner le nom de notre vecteur. Okay. Voilà. Là, ça permet de déclarer un vecteur qui ressemble à ça. Okay. Et si vous souhaitez déclarer un vecteur avec plus de dimensions, vous procédez exactement de la même manière. Maintenant, pour faire référence à une case de votre vecteur, voilà comment est-ce qu'on peut procéder. Supposons par exemple, j'ai un vecteur à 3 dimensions, okay. A, I, J, K, et je veux par exemple traduire l'instruction suivante. X reçoit A de par exemple I fois J, J plus K, et enfin L. Voilà. Vous remarquez, d'une manière générale, lorsqu'on traduit en quadruplé,
On commence toujours par les opérations les plus élémentaires. Donc, on va de l'intérieur vers l'extérieur. On va commencer par calculer la multiplication de I par J. On met tout ça dans T1. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'addition de J et K. On met tout ça dans T2. Hop. Et par la suite, il nous reste l'affectation. Alors l'affectation, on va directement référencer notre élément comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Très bien. Donc là, ça vous donne une idée sur la manipulation des vecteurs avec les quadruplés. Bien entendu, il y a plein d'autres choses à voir avec les quadruplés. Bien entendu, il n'y a pas que les quadruplés comme représentation intermédiaire, il y en a plein d'autres. La forme postfixée, en forme d'arborescence. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps de tout voir. Alors moi, l'objectif, c'est juste d'utiliser un format simple pour introduire la notion d'analyse sémantique. Okay? En parlant d'analyse sémantique, la transition est toute faite vers notre dernier chapitre de ce module, à savoir l'analyse sémantique. Malheureusement, on n'aura pas le temps de faire grand-chose dans ce chapitre, néanmoins, on a eu le mérite d'y arriver, de vous donner une idée un peu sur l'objectif et le fonctionnement de cette étape qui est quand même assez importante de la compilation. Donc là, ce qu'on va faire, on va revoir notre petit schéma qu'on a vu au tout début de notre module, je crois la toute première séance qu'on a eue ensemble. Alors si vous vous rappelez, on avait modélisé les choses de la sorte. Je vais parler de code source. Le code source passe par l'analyse lexicale. Une fois l'analyse lexicale terminée, on passe par l'analyse syntaxique. On a vu à quoi sert chaque étape et comment implémenter ces différentes étapes. Par la suite, une fois l'analyse syntaxique terminée, on va passer à l'analyse sémantique. Cette analyse sémantique va nous permettre de générer du code intermédiaire. Bien entendu, on peut avoir d'autres étapes optionnelles, telles que l'optimisation, qui est aussi très importante. Et vous remarquez que le code intermédiaire est généré après l'analyse sémantique. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette notion d'adressage logique, qui est très importante. Alors là, ce qu'on va faire, je vais vous donner une définition, pas formelle, mais une définition au moins pour avoir une idée sur qu'est-ce qu'on entend exactement par analyse sémantique. Alors là, je crois que je vais écrire quelque chose. Voilà. Je vais augmenter peut-être la police, hop, pour que ça soit plus clair. Non, c'est trop petit. Ouais, je crois que c'est mieux. Alors, l'analyse sémantique, en fait, elle est très liée à l'analyse syntaxique. En gros, elle permet de donner une sémantique à ce qui a été reconnu jusqu'à présent et elle permet de faire un certain nombre de vérifications. Okay, donc, on va écrire ce que je viens de dire. Alors, l'analyse sémantique, l'analyse sémantique est en liaison étroite avec l'analyse syntaxique. L'analyse syntaxique, elle permet de donner un sens
à ce qui a été reconnu, à ce qui a été identifié. Et permet aussi de générer du code intermédiaire. Bien entendu, un autre aspect de l'analyse sémantique, ce sont les vérifications. Donc, elle permet aussi, entre autres, d'effectuer un certain nombre de vérifications qu'on ne peut pas faire durant les étapes précédentes. Donc, je vais juste écrire définition. Ah. Parmi les vérifications, je crois que je vous ai déjà donné quelques exemples, mais ça permet de détecter les identificateurs non déclarés. Par exemple, ça permet de anticiper des dépassements de capacité de certaines structures de données. Par exemple, alors dépassement, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'ai mis un S. Voilà. Autre chose très importante, vérification des compatibilités de type, notamment au niveau des opérations arithmétiques et logiques. Il y a plein de vérifications à faire. Je sais pas, on va vérifier les langages qui se basent sur des labels, des étiquettes. On peut aussi vérifier l'utilisation des labels. Est-ce qu'elle est correcte ou pas? Est-ce qu'un label est par exemple référencé plusieurs fois? Ce genre de choses. Alors, à ce stade, l'objectif est de faire quoi? Avant d'arriver à l'analyse sémantique, on dispose d'un analyseur syntaxique, donc il nous a permis de passer par toutes les étapes de vérification de la syntaxe. Et là, l'objectif est de générer du code intermédiaire, qu'il soit sous forme postfixée, quadruplée, peu importe. Et donc, pour y arriver, on va utiliser ce qu'on appelle des routines sémantiques. Okay? Donc, en gros, ça, c'est la définition des routines sémantiques. On va résumer ça en disant, donc là, on dispose d'un analyseur syntaxique Le but maintenant est de générer du code intermédiaire. Et de générer du code intermédiaire. Quand on parle de code intermédiaire, bien entendu, ça peut être du postfixé, ça peut être des quadruplés, etc. Alors, on dispose d'un analyseur syntaxique. Le but est de générer du code intermédiaire en se basant sur des actions sémantiques appelées, on les appelle routines sémantiques. En réalité, ce sont juste des, comment dirais-je, des procédures ou des fonctions. C'est un bout de code à exécuter. D'accord? Alors, ces routines, ce qu'il faut savoir, c'est que ces routines sont appelées à chaque fois. Elles sont appelées à chaque fois qu'un contrôle est nécessaire. À chaque fois qu'un contrôle sémantique est nécessaire. Okay? Maintenant, bien y réfléchir. Vous pouvez vous dire, tiens, comment savoir qu'un contrôle sémantique est nécessaire ou pas à l'avance? Alors, bien y réfléchir, le seul moyen de savoir à quel moment un contrôle est nécessaire ou pas, c'est d'utiliser
la grammaire de notre langage. Parce que c'est ce qui permet de savoir, de se positionner au niveau des instructions de notre code. Mis à part cela, c'est une mission qui est impossible. J'ai une grammaire, qu'elle soit ascendante ou descendante, je sais que lorsqu'une dérivation ou une réduction se fait, je sais que je suis positionné à tel endroit. Et donc là, je peux injecter une routine qui est adaptée à cela. Et donc cette cohabitation entre les routines et la grammaire, qui a donné aussi un autre nom à l'analyse sémantique, qui est celui de la traduction dirigée par la syntaxe. Okay? Donc, l'analyse sémantique est aussi appelée traduction dirigée par la syntaxe. Pourquoi? Parce que c'est en se basant sur la grammaire de notre langage qu'on va savoir à quel moment on va injecter nos différentes routines. Okay? Donc, je vais écrire ça. Alors, ces appels sont effectués après chaque réduction. Dans le cas d'une grammaire ascendante, enfin, c'est pas très correct de dire grammaire ascendante, dans le cas d'une analyse ascendante. Et après, chaque dérivation, dans le cas d'une analyse descendante. Okay? D'où, je vais ajouter cette petite phrase, d'où l'appellation de traduction dirigée par la syntaxe. Très bien. Alors, dernier point concernant cette partie de définition. Alors, on appelle schéma de traduction, schéma de traduction, les étapes suivantes dans cet ordre. Alors, on commence par une grammaire sémantique, d'accord? On va arriver à cette notion de grammaire sémantique. Hein. On commence par la définition d'une grammaire sémantique qui va nous permettre d'injecter des routines sémantiques. Et grâce à ces routines sémantiques, on va se retrouver avec du code intermédiaire. Ok? Donc, pour résumer, alors là c'est un point important, pour résumer, l'analyse sémantique, en gros, elle se résume à ces trois étapes. Grammaire sémantique, c'est-à-dire, quand on parle de grammaire sémantique, je dois transformer la grammaire syntaxique que j'ai en grammaire sémantique. On va voir comment faire ça. Par la suite, nos différentes routines, une fois insérées dans notre grammaire, il faut bien les écrire. Donc ça, c'est la deuxième étape. Okay? Et enfin, ces grammaires sémantiques vont nous permettre de générer du code intermédiaire. Okay? Donc on va essayer de voir des exemples simples, juste pour vous donner un aperçu sur ces trois principales étapes de l'analyse sémantique. Okay? Bien, intéressons-nous à cette notion de grammaire sémantique. En grammaire sémantique, en fait, la transformation d'une grammaire syntaxique en grammaire sémantique diffère selon le type d'analyse. Donc, on va parler de grammaire sémantique cas descendant. Okay. Alors, pour le cas descendant, c'est assez simple. Si j'ai une règle de production de la forme A qui donne alpha bêta, alors alpha bêta, c'est soit des terminaux, soit des non-terminaux. Okay. Si je veux injecter une routine sémantique à ce niveau-là, il me suffit
d'ajouter un non terminal que je vais insérer exactement à l'endroit où je souhaite injecter ma routine. Okay. Par exemple, si je veux l'injecter à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer cette règle de production en un ensemble de deux règles. Je vais avoir A qui va donner alpha, okay, avec B, ça c'est le non terminal que je viens d'injecter, bêta. Et le B va donner epsilon. Ok? Et c'est lorsque cette dérivation sera faite, lorsque le B va donner epsilon, que la routine sémantique derrière va s'exécuter. Ok? Ça c'est pour le cas descendant. Intéressons-nous au cas ascendant. Alors là, c'est pareil. C'est une transformation qui est très simple à faire. Supposons que j'ai une règle de production de la forme suivante. Donc j'ai A. J'ai A qui donne alpha, bêta. Et je veux injecter une règle de production, une routine sémantique à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vais faire? Pareil, je vais créer un nouveau non terminal et mes règles de production vont prendre la forme suivante. Je vais avoir A qui va donner B. Je vais juste réécrire. Attendez. Voilà. Je vais écrire B en vert. Je vais avoir B, bêta, ok, et B va générer alpha. On revient au même. Ok. Et la réduction, lorsque la réduction alpha est faite, c'est-à-dire lorsque alpha est réduit en B, eh bien, il y a une routine sémantique derrière qui est générée. Ok. Alors, comme d'habitude, là, ce qu'on va faire, pour que ces différents concepts soient bien assimilés, on va prendre un exemple. Donc, on va commencer par un exemple sur le cas descendant. Okay. Donc, on va prendre l'exemple qu'on a pris tout à l'heure des instructions conditionnelles. On va essayer d'injecter des routines sémantiques. Okay. Mais pour les séances restantes, fort probablement, on va s'intéresser un peu plus au cas ascendant, qui correspond le mieux à ce que vous faites, notamment sur vos projets. Okay. Prenons l'exemple de l'instruction conditionnelle. Alors là, on va reprendre notre instruction. Alors, notre instruction ressemble à quelque chose de la sorte. Donc, on aura un if. Okay. On aura notre condition. Ensuite, on a un then. J'ai un bloc d'instruction inst 1. J'ai un else. Et donc là, la question qui se pose, première étape de notre schéma de traduction, où est-ce que je vais insérer mes routines sémantiques? Alors la question, elle se pose, et pour répondre à cette question, je vous invite à revenir à notre traduction qui a été faite à ce niveau-là. Donc si vous vous rappelez, j'avais besoin d'un certain nombre d'éléments d'information pour générer mes quadruplés. Entre autres, il fallait que j'évalue la condition, il fallait que je trouve l'adresse de début du else et l'adresse de la fin. Et donc pour connaître toutes ces choses-là, où est-ce que je dois insérer mes routines? Alors premièrement, il me faudra une routine à ce niveau-là, qu'on va appeler routine A, qui va me permettre d'évaluer la condition. Il me faudra aussi une routine à ce niveau-là. Pourquoi? Pour tout simplement détecter le début
du bloc d'instruction du else. Et enfin, il me faudra une routine à la fin. Pourquoi? Pour détecter, pour brancher mon système d'exploitation, mon curseur d'exécution au-delà du else si le bloc d'instruction 1 a été exécuté. Bien entendu, A, B, C au niveau de ma grammaire, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ça sera tout simplement des noms terminaux qui vont donner utile. Bon, j'ai du mal. Attendez, je vais changer de couleur. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va écrire ensemble notre première routine sémantique. Donc là, on va commencer avec, je vais écrire un petit écriture de routine. Et là, on va commencer avec la routine A. Alors, on va commencer... Oui, c'est plus simple de commencer avec la A. Alors, on va mettre routine A. Si je veux résumer en une phrase, le rôle de cette routine est de faire quoi? Et de tout simplement évaluer notre condition. C'est ça son objectif. Ok? Évaluer notre condition. Et ça se traduit par quoi concrètement? L'évaluation de cette condition. Alors, si vous vous rappelez dans notre exemple de tout à l'heure, cela s'est traduit par la génération de ce quadruplé. Okay? Ce quadruplé, tout simplement, évalue la condition et va nous permettre de nous brancher vers le else si la condition est fausse. C'est ce qu'on va faire à notre niveau. Excusez-moi. On va générer notre quadruplé. Alors, pour générer un quadruplé, généralement, on utilise cette notation. Quad. Entre parenthèses, QC, c'est une sorte de curseur. Les quadruplés sont générés d'une manière séquentielle. Pensez-y, il faut y voir la chose comme une sorte de code assembleur. Okay? Donc, j'ai un curseur qui se balade entre les quadruplés qui sont générés d'une manière séquentielle. Alors, notre curseur va recevoir le quadruplé suivant. Donc, avec l'opérateur BZ. Okay. Donc là, vous remarquez que le deuxième élément de mon quadruplé est vide. Pourquoi est-ce qu'il est vide? Parce que je ne connais pas l'adresse du début du else pour le moment. Et enfin, là, j'ai l'évaluation de la condition. Voilà. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter mon curseur. QC++. Alors là, il y a quelque chose qui manque. La routine commence là, c'est terminé. Essayez de réfléchir, qu'est-ce qui manque à ce niveau-là? Vous remarquez que l'adresse du branchement vers le else est vide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que je revienne au niveau de ce quadruplé et que j'update, que je mette à jour cette case avec la vraie adresse logique du début du else. Pardon. Donc pour faire ça, quelque part, je dois sauvegarder l'adresse de ce quadruplé avant d'incrémenter mon curseur. Okay? Donc ça, c'est très important. Je vais créer une variable qu'on appelle généralement sauve. Et ensuite, on met le nom de l'opération. Ici, en l'occurrence, c'est BZ. On va mettre sauve BZ, va recevoir QC. OK? Bon, là, vous pouvez mettre des points-virgules. C'est du pseudo-code. Vous mettez ce que vous voulez. Okay? Ça, c'est la routine A. Passons à la routine B. Alors, la routine B, quel est son principal objectif? Routine B. Alors, routine B, déjà, si on revient à son placement, elle est placée à ce niveau-là. Donc, déjà, son principal
intérêt, c'est déjà de nous permettre de sauter le else si l'instruction 1 a été exécutée. Donc ça c'est important. Et elle permet aussi de faire autre chose. Elle permet de mettre à jour le quadruplé qui nous branche au niveau du else et qui, pour le moment, n'a toujours pas d'adresse logique du début du else. Okay, donc elle permet de faire deux choses. Donc elle permet, d'une part, la routine B permet tout simplement de nous brancher vers la fin. Brancher. Brancher vers la fin. Et elle permet de mettre à jour l'adresse du else. OK? Alors, on va commencer par la première fonction qui est le branchement vers la fin. C'est-à-dire qu'on va générer un quadruplé. OK? On va générer un quadruplé avec tout simplement un branchement vers la fin. Là, vous remarquez que le même problème se pose. Quel problème? Je ne connais toujours pas, pour le moment, l'adresse de la fin d'exécution de mon bloc d'instruction. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sauvegarder ce quadruplé avant, enfin l'adresse de ce quadruplé, avant de faire quoi? Avant de l'incrémenter. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sauve. Alors, on va appeler sauvegarde. Va recevoir l'adresse de ce quadruplé et ensuite je vais incrémenter l'adresse logique de ce quadruplé. OK? Donc ça c'est pour la première fonctionnalité de la routine B. La deuxième fonctionnalité, elle permet de faire quoi? Elle permet de mettre à jour ce champ qui est encore sans adresse. Alors là, pour mettre à jour le champ, qu'est-ce qu'on va écrire? On va utiliser tout simplement, là, vous remarquez qu'on a sauvegardé l'adresse de ce quadruplé dans une variable qu'on a appelée sauve bz. Oups, voilà. Et là, donc, on va utiliser cela avec l'instruction suivante. Hop, on va mettre quad. Voilà. Sauve bz. Alors là, je spécifie le rang dans le quadruplé, ou si vous préférez l'index. Alors là, en l'occurrence, les index commencent par 1. Et donc là, le champ qui est missing, qui est vide, c'est le deuxième champ. Okay, c'est pour ça que là, j'ai mis 2. Alors, sauve bz2 va recevoir UC. OK? Très bien. Ça, c'est la routine B. Reste la routine C. Donc, quel est son intérêt? Tout simplement, c'est de mettre à jour l'adresse de fin qui est manquante, toujours manquante, au niveau du quadruplé sauvegardé via la variable sauveBR. Okay? Donc, routine C. Routine C. Donc, elle va nous permettre de mettre à jour l'adresse de fin. Et donc, en l'occurrence, on aura tout simplement une instruction quad sauveBR. Toujours 2. Puis okay. Très bien. Et donc là, vous remarquez que grâce à nos routines sémantiques qu'on a placées au bon endroit au niveau de la grammaire, cela nous a permis de générer les quadruplés qui sont en réalité une traduction de notre code de haut niveau. Vous remarquez que ces routines donc, permettent de générer les quadruplés,
Elles permettent de générer les quadruplés avec les bonnes adresses logiques. Elles permettent aussi de faire des vérifications, donc au niveau de ces routines. Bon, ici, en l'occurrence, pour l'instruction conditionnelle, on n'a pas eu l'occasion de faire des vérifications particulières. Éventuellement, pour les expressions arithmétiques, vous pouvez vérifier si les types correspondent. Par exemple, vous pouvez calculer le type du résultat d'une opération, par exemple. Les interactions avec la table des symboles se font aussi au niveau de ces routines, où on peut mettre à jour des champs au niveau de la table des symboles, supprimer ou ajouter des champs. Donc, ces routines sémantiques, en réalité, ce sont l'illustration de l'analyse sémantique, qui est l'une des dernières principes de la compilation. OK? Voilà. Donc, je vous remercie et on va s'arrêter là.